Arrivée haute tension, les câbles rouges sont là derrière, vous les voyez un petit peu pour certains. Ouais. Bonjour la caméra. Bon, comme je vous ai expliqué en quelques mots. Donc l'arrivée haute tension, vous avez 3 phases rouges là qui arrivent. Chacune des phases arrive sur les plots du transfo. Quel type de transfo? Transfo à wheel. Hein, on le voit par le bac ici. Et on le voit également par la plaque signalétique, bien entendu, mais aussi par la protection que vous voyez ici sur le côté, que la caméra ne voit pas. Mais c'est un relais qui permet de détecter les éventuelles montées en pression interne du transfo en cas de surcharge ou de problème interne au transfo. Donc, en cas de problème, il pourrait y avoir éventuellement des fuites et on a des bacs de rétention pour des raisons d'environnement, pour ne pas répartir ça un peu partout dans la nature. Ensuite, les bornes basse tension sont à l'intérieur du capot, vous ne les voyez pas. Les bornes haute tension sont accessibles extérieures, elles sont couvertes, isolées, bien entendu. On a les bornes basse tension, les protections qui sortent ici. Alors c'est un transfo à deux tensions de sortie, une tension 3x230 et une tension 3x400. Et ensuite, vous avez 2 départs basse tension qui, eux, retournent par le dessus, remontent sur l'échelle à câble et en fait rejoignent le TGBT du bâtiment de l'ECAM qui est là. Donc la basse tension commence à partir d'ici. Hein, ça c'est vraiment... voilà. Ce que je vous disais de temps en temps dans les sociétés de nettoyage avec lesquelles on a des soucis, que vous pouvez regarder, le câble haute tension, la section n'est pas très élevée. Et des fois entre un câble basse tension et un câble haute tension, la taille étant plus ou moins la même chose, les gens se disent bah ouais c'est un câble électrique quoi. Ils ne se rendent pas compte que c'est pas le même type de câble. Bon, ensuite on a l'arrivée haute tension qui est ici, donc on a en fait 2 cellules d'arrivée, 2 cellules d'interrupteurs, on peut les reconnaître par les symboles qui sont ici, on voit bien le symbole interrupteur sectionneur, avec le fameux sectionneur de mise à la terre, comme je vous l'expliquais. Donc ici on voit bien, il y a les cadenas de la compagnie de distribution d'énergie, les câbles ne savent pas les manipuler, parce qu'évidemment, pour pouvoir manipuler ça, si on voudrait fermer le sectionneur de mise à la terre, il faudrait aller sur la borne, sur la cabine amont à la cabine de l'ECAM, aller couper le jus, sinon on ferait un beau court-circuit, évidemment, ici. Ensuite, on a une cellule de départ, donc les 2 câbles d'arrivée qu'on voit ici d'ailleurs, hein, vous avez les câbles d'arrivée qui viennent du distributeur d'énergie, 3 câbles, 3 conducteurs par face. Vous avez 2 câbles. Pourquoi? Parce que 2 fois 3 fois parce qu'il y a 2 cellules d'arrivée. C'est 2 feeders séparés. Hein. Bon, je ne fais pas l'exercice, mais une année on a regardé le marquage sur les câbles et vous allez retrouver les 2 tensions comme je vous l'expliquais au cours. Ensuite, donc on arrive sur les 2 cellules. On passe dans la cellule protection transfo, hein, qui est ici, avec la cellule de comptage également ici. Donc là, c'est une cellule de comptage haute tension. Parce que les distributeurs veulent de plus en plus facturer évidemment les pertes au niveau du transfo. Parce que même si les câbles est fermé, le transfo continue à être alimenté côté primaire. Ce sont des économies substantielles pour les fournisseurs d'énergie. Ensuite, on retrouve les présences tension. Hein, donc méfiance, ne jamais faire confiance. On fait confiance à rien. Haute tension, comme je vous l'ai dit. C'est allumé, mais voilà, il faut toujours rester prudent. À l'intérieur, vous avez des fusibles. Voilà à quoi ressemble un fusible haute tension. Hein, donc pas du tout la même chose. Je vous le fais circuler très rapidement. Vous allez voir également les 3 valeurs de courant qu'on n'a pas l'habitude de voir en basse tension, avec le fameux courant de non-fusion, pouvoir de coupure et le courant nominal. C'est de la céramique, donc à l'intérieur, si le courant est trop faible pour faire monter en température suffisamment vite le fusible, vous allez monter en température trop lentement et la céramique va commencer à chauffer et il peut véritablement exploser dans la cellule. Voilà, je vous le fais passer. Donc, équipement de manœuvre, hein, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre ça dans les systèmes de manœuvre des cellules pour pouvoir ouvrir, etc. et manœuvrer des équipements, ce que je ne ferai évidemment pas maintenant. Alors, cellule de comptage, TITP, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ah oui, je m'en souvenais pas, vous voyez. Un tapis, hein, un bête de tapis, ce que je vous disais, protégé sur 10 mètres carrés au lieu de protéger toute une usine. Je ne sais pas si le réseau de terre est en TNS comme on l'a vu au cours. Hein, on voit les couteaux de terre ici derrière la cellule, on voit tous les câbles verts jaunes qui arrivent. Bon, j'en vois ma main déconnectée, c'est pas très rassurant.
Bref, on ne sait pas trop d'où ça vient. Bon, ça, j'ai pas fait le contrôle de l'installation ici, mais voilà, il faudrait vérifier si la haute et la basse sont interconnectées. Au vu du couteau de terre, il y a très forte chance que la haute et la basse tension soient interconnectées. Donc le fameux tapis, alors je me souviens plus, parce que j'en fais tellement les cabines que je m'en souviens plus, ben voilà. On voit le tapis, hein, on voit le tapis, donc résistance, combien? 25 kV, c'est ça? 45 kV en tension de crête. Hein, ce petit machin-là, 45 kV. Évidemment, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, n'allez pas vous mettre sur le tapis et mettre votre main sur un jeu de barre 45 000, c'est pas du tout l'objectif. Hein, ça c'est pour vous protéger contre les contacts indirects. Hein, c'est si jamais je touche la cellule et qu'au même moment il y aura un défaut électrique quelque part sur le réseau de tension, ben voilà, le tapis me protège contre le contact indirect. Si jamais la dalle n'est pas raccordée à la même terre que la haute, ben le tapis me protège et j'ai pas de différence de potentiel. J'avais oublié qu'il y avait un tapis à l'ICAM, donc voilà, parfait. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux encore raconter d'autre ici? Je dirais quelques petits conseils si jamais un jour vous devez le faire. Donc voilà des exemples de gants des EPI haute tension. Alors je vais me remettre là pour que vous, si jamais ça saute, c'est moi qui saute et pas vous. Vous avez des gants, donc toujours vérifier le marquage des gants, vérifier que c'est bien adapté à la tension pour laquelle vous allez devoir travailler. Je le rappelle, c'est pas fait pour faire un contact direct. Donc c'est toujours des gants un peu, c'est pas pour faire la vaisselle évidemment. Hein. Donc un gant haute tension, on ne le met pas bêtement. On doit toujours un peu le mettre sous pression. Hein, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le gonfler. Et on va bien le gonfler, bien le pousser. Et pas hésiter à tirer sur les doigts. Voir qu'il ne soit pas en train de se détériorer avec le plastique et les années. Parce qu'une fissure, ou c'est anodin, mais une petite entaille au cutter ou que sais-je encore, qui fait que visuellement vous ne le voyez pas, s'il ne tient pas la pression, ça veut dire que si jamais vous touchez accidentellement une pièce sous tension, ben, vous pourrez amorcer avec votre main. Donc, toujours bien le mettre sous pression et vérifier que la pression se maintient et qu'il n'est pas poreux, qu'il ne se voit pas à l'œil nu directement. Alors derrière les sachets, toujours vous assurer, il n'y a pas des bêtes pièges, hein, que vous êtes bien avec un gant de ce fabricant-là. Parce que tous les fabricants, alors ça c'est un truc que moi j'ai jamais compris, ils remarquent tout le marquage de l'adéquation du gant en fonction de la tension sur l'emballage. Et c'est pas toujours facile, il y a moyen, hein, mais c'est pas toujours facile. Donc au premier coup d'œil, savoir, tiens, là j'ai un gant en 10 kg, 20 kg, j'en sais rien. Je vais voir le marquage du fabricant, prendre sa base de données qui est souvent sur le plastique et regarder à quelle tension correspond le gant. Alors, dans toute cabine haute tension, en Belgique en tout cas, il faut ce qu'on appelle une pancarte de premier soin, hein, que vous voyez ici. À ne jamais lire le jour où vous avez un accident réellement. Hein, toujours lire avant et je dirais, moi, faire les premiers secours, c'est quelque chose d'important. Obligation d'avoir dans toutes les cabines haute tension un plan de l'installation électrique. Ça, c'est un impératif. Et alors là, vous avez le retour du comptage haute tension pour le fournisseur d'énergie. Voilà. Éclairage de secours obligatoire également. Et vous avez normalement même, ce que je ne vois pas ici, un éclairage portatif qui permet, si jamais, évidemment quand on perd la haute, il n'y a plus de basse tension, hein, donc il n'y a plus d'éclairage ici. Donc si jamais la lampe portative déclenche, ben, on a la lampe de secours déclenche, pardon, on a toujours le portatif pour se sauver. Donc on va le voir au cours tout de suite après la visite. Des petits panneaux comme ceci, bon, moi personnellement, j'aime pas trop, mais voilà, on doit signaler que c'est consigné. Si jamais je viens travailler, je vais mettre une pancarte, obligation de mettre les cadenas, etc. Mais ça, on va voir ça après dans le cours. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Ben, je continuerai peut-être au cours à vous expliquer le reste. On va demander au deuxième groupe de rentrer. J'arrive. Vous pouvez déjà aller dans l'auditoire. Oui, donc pour la caméra, le couteau de terre général qu'on a vu hier au cours, où je soupçonne que la haute, la basse, tout soit interconnecté, y compris le neutre du transfo. Hein, il y a forte chance. Bon, je devrais aller voir derrière. On en N, là. Oui, c'est certainement du TNN ici.
Alors, on ne le voit pas, mais on peut le deviner par là. Vous avez une ouverture qui dans le mur, hein, je le dis pour la caméra, on le verra après. En cas de surpression due au défaut de tension, ben, le local ici ne va pas s'éventrer. Vous allez avoir une surpression qui va vers l'extérieur. Voilà, voilà. Groupe suivant. Deux câbles rouges qui arrivent dans les deux cellules d'arrivée, deux cellules qu'on a vues au cours. Cellule, je vais le montrer ici, donc cellule interrupteur sectionneur. Donc cadenassé par le fournisseur d'énergie. Je n'ai pas accès. Pourquoi? Parce que évidemment, pour pouvoir manipuler ça, il faut que je sache et que je puisse avoir accès au réseau amont, ce qui n'est pas le cas des câbles. Et ensuite, donc à l'intérieur, on a le jeu de barres haute tension à l'intérieur des cellules, et on a des barres sectionneurs fusibles ici vers le transfo. Cellule de comptage également. Donc, cellule de comptage, pourquoi? Parce que les fournisseurs d'énergie veulent de plus en plus facturer les pertes côté primaire des transfos parce que c'est non négligeable pour eux. Donc, on met de plus en plus de comptage haute tension. Pardon? Côté primaire. Donc, c'est un comptage haute tension pour pouvoir comptabiliser les pertes côté enroulement primaire du transfo. Parce que même quand les câbles est fermé, même que je coupe le jus côté basse tension, vous avez toujours une consommation côté primaire du transfo à vide en fait. Hein. C'est ça le souci. Donc, j'ai passé au de la cellule. Ici à l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez 3 fusibles haute tension. Hein, voilà à quoi ressemble un fusible 11 000 volts. À l'intérieur, ben, c'est quoi? On a une espèce de lame en métal qui est calibrée avec certains alliages dans certains cas. Et en cas de montée en courant, ben, à un moment donné, il va monter. Donc, souvenez-vous, il y avait 3 valeurs de courant, ce qu'on n'a pas en basse tension, avec le fameux seuil de non-fusion. Il faut toujours être au-dessus. Pourquoi? Parce que si vous êtes en dessous, ben, vous risquez de monter en température trop lentement et là le fusible ne va pas aimer. La céramique risque d'exploser. Donc voilà, je vous le fais passer rapidement. Donc, cellule, présence tension. Voilà, la caméra peut bien le filmer, j'ai oublié de raconter des choses. Ici, on ne le voit pas, vous ne le voyez pas bien, mais vous avez un petit manomètre, un petit indicateur, pardon, qui indique la pression du gaz à l'intérieur des cellules. Donc là, vous avez du SF6, c'est du RM6 Schneider électrique. À l'intérieur, vous avez un gaz dans les organes de commande. Et on a toujours un indicateur pour indiquer, OK, il y a toujours bien du gaz à bonne pression à l'intérieur des appareils haute tension. Indicateur de présence tension. Hein, donc ces petites lampes sont toujours, je dirais, intéressantes, mais comme je l'ai dit, ne pas y faire confiance. Si elles sont éteintes, elles peuvent être cassées, elles peuvent être détériorées. Donc toujours avoir une double confirmation. Moi, personnellement, je dirais pédagogiquement pour vous, c'est un peu dommage. Je ne sais pas trop vous montrer des choses parce que tout est à l'intérieur, on ne voit pas. Et même nous, en tant que manœuvrants, entre guillemets, moi je ne me sens jamais autant à l'aise qu'avec une belle cabine bien ouverte où on voit tout à l'œil nu. Parce qu'ici, on est un peu obligé de faire confiance au matériel. On ne voit pas à l'œil nu si c'est ouvert, on fait confiance aux indicateurs uniquement. Mais de temps en temps, ben, il faut faire une confirmation. On va le voir, les 7 règles d'or de la législation belge. On va vous demander de faire une confirmation pour être certain qu'on soit bien hors tension. Donc après, transfo. On arrive dans le transfo, les bornes de tension sont là derrière, avec des plots de contact. Transfo à l'huile, on le voit par le relais de détection de surpression là que vous voyez à gauche. En fait, il mesure et vérifie la température interne avec indirectement la pression d'huile à l'intérieur du transfo. Un bac de rétention si jamais on a une fuite d'huile pour ne pas évacuer ça dans la nature pour des raisons d'environnement. Et vous avez ensuite 2 départs. C'est un transfo bitension. Vous avez du 3x230 et du 3x400 en sortie secondaire du transfo. Et après, vous avez les câbles basse tension qui partent là chez les câbles et qui retournent dans le TGBT. Donc comme je l'ai expliqué, alors je l'ai oublié à la caméra sur le premier groupe, donc voilà, tabouret, tabouret isolant, toujours bien vérifier pour quelle tension il est prévu, on le voit, il est prévu pour 17,5 kV. Ceci est fait pourquoi? Pour vous protéger contre le contact direct. On voit bien 17,5 kV, mais vous avez une distance d'éloignement suffisante avec le sol. Alors contrairement à ce que je pensais, je l'avais oublié, j'ai dit au cours que, souvenez-vous, protection des contacts indirects, ben voilà le tapis qui me coûte 3,50 € pour me protéger contre le contact indirect dû à une propagation potentielle. Donc je l'ai soulevé, il monte à 45 000, il a une protection de 45 000.
Pourtant, vous allez me dire, mais ouais, lui, 17,5, j'en ai pas besoin, je pourrais utiliser le tapis. Non, le tapis est là pour vous protéger contre le contact indirect et pas contre le contact direct. Ok. Donc, quelle est la distance? Ben, on le voit, bon, on va pas prendre le pied à coulisses, mais 1,25 m et c'est conforme autour des installations de tension pour éviter, ben voilà, je me balade, je dirais, regardez, c'est pas trop mauvais, hein, c'est l'idée de la réglementation, je me balade avec une main en poche et un bras en l'air. Ensuite, pour les cellules, manœuvre, voilà à quoi on manœuvre, tout bêtement, on vient engager ça, je ne vais pas le faire évidemment, mais on vient engager ça dans le système et on vient verrouiller. Il y a des systèmes de verrouillage entre les sectionneurs de mise à terre qui sont bien repérés par le verre jaune et les organes d'ouverture sur le feeder de haute tension pour éviter quoi? Ben de fermer les sectionneurs de mise à la terre quand il y a encore une présence tension, bien évidemment. Alors, quant aux manœuvres, évidemment, il y a toute une série d'équipements de protection individuelle. Le gant, c'est pas pour faire la vaisselle, même si c'est la même couleur. Il y a des pictogrammes et des marquages, toujours bien vérifier pour quelle tension vous êtes. C'est prévu au niveau du gant. On vérifie ça avec l'emballage du fabricant. Comme je viens de le dire avec le groupe, toujours bien vous assurer que le paquet que vous avez correspond bien au fabricant du gant pour lequel vous avez. Parce que des fois, on change le plastique et c'est plus le bon. Pourquoi? Parce qu'avec le marquage ici, vous devez prendre l'emballage du fabricant et aller voir en fonction du marquage sur le gant pour quel niveau de tension il est prévu. Donc comme je l'ai expliqué, jamais faire confiance à quoi que ce soit en haute tension. C'est le cas ici du gant. Toujours bien le mettre sous pression. Hein. Je le mets sous pression, j'hésite pas à bien pousser, c'est très solide, ça doit être très solide, ça a une certaine résistance mécanique pour éviter de faire des accros. Et ne pas hésiter à tourner et tirer, voir s'il n'y a pas des micro-fissures qui feraient que le gant se déchirerait. N'oubliez pas, si vous êtes en haute tension, le contact ne suffit pas pour amorcer avec votre corps. Donc s'il y a une micro-fissure ou que le gant est en train de se détériorer et que vous ne l'avez pas vu, au moment où vous allez vous approcher de manière accidentelle d'une pièce de suspension, ça peut amorcer avec votre corps. Et évidemment, ça retourne par l'orteil, c'est la petite photo que je vous ai montrée hier. Ok? Ça va très vite, vous n'avez pas le temps de vous retirer. Donc voilà. Autre obligation légale, donc là derrière, c'est typiquement belge aussi, en France vous l'avez aussi, les consignes de premier secours en cas d'accident électrique, comment sauver quelqu'un. Hein. Obligation d'avoir le plan électrique de la cabine, bon c'est pas très obligatoire d'être présent dans la cabine, mais c'est bien entendu beaucoup mieux. Et alors un petit pancarte d'explication, comment manipuler les cellules haute tension. Donc comme je l'ai expliqué en haut de groupe, on voit là derrière le couteau de terre, hein, donc vous passerez quand vous ressortirez. Je soupçonne très fortement que l'installation soit en TNN ici, que tout soit interconnecté, HT, BT et le neutre. Et ensuite, on part dans la distribution avec le câble de terre jusqu'au TGBT. Donc j'ai expliqué obligation d'avoir un éclairage de secours, vous en avez un au-dessus de la tête, au-dessus de la porte. Pourquoi? Parce que si la haute tension a disparu, évidemment, il n'y a plus de jus dans la maison. Donc là, évidemment, on se retrouve dans le noir. Comme je le dis souvent, dans beaucoup de cabines haute tension, il y a l'obligation d'avoir aussi un éclairage portatif sur batterie rechargé de manière constante, parce que l'éclairage de sécurité, évidemment, il a une certaine autonomie, et au bout d'un certain temps, il n'y en a plus. Donc il vaut toujours avoir de quoi s'alimenter. Voilà. Question? Direction auditoire. Oui. La connexion transfo derrière, elles sont apparentes ou il y a même des... Oui, vous avez un câble, les câbles vert jaune qui repart ici. Il y a certainement les gros qui vont à la borne du neutre basse tension ici côté transfo. Hein, et vous avez certainement parmi l'un des verts jaunes que vous voyez là, je suppose, je ne sais pas le voir ici, mais vous avez certainement, ouais, on ne voit pas, vous avez certainement la mise à la terre du transfo sur la barre générale de terre. Ok? Ah oui, comme je l'ai expliqué, mais la caméra est déjà partie, donc j'en profite, je ne sais plus. Derrière, vous pouvez apercevoir, deviner, il y a une ouverture vers l'extérieur. Hein, ça, en cas de déclenchement, ici, côté dans les cellules, vous allez avoir une très grosse surpression qui va être générée dans le local. S'il n'y a pas d'ouverture, on casse les parois. Hein, donc il y a des portes qui sautent. Donc il y a une ouverture vers l'extérieur pour évacuer la surpression. Alors dans la législation, c'est une des lacunes de la législation belge, il n'y a absolument rien. Ce sont des impositions venant des fournisseurs d'énergie qui vous imposent, en fonction des tailles du local, d'avoir une surface d'ouverture vers l'extérieur pour des questions de sécurité. Donc voilà. Question? Pas de questions? Ah oui.
Direction, oui. Il y a des défauts apparents ici dans la... Des défauts de quel type? Je sais pas moi, de construction, de conception ici ou de placement Je ne vais pas tout regarder, c'est sûr, mais on va dire que c'est quand même une installation plus ou moins neuve. Je dirais, voilà, bon, j'ai pas d'appareil de mesure, mais on a des fois des gaines de ventilation comme celle-là qui sont ici. Est-ce qu'elles sont mises à la terre ou ça allait? Je la vois là devant vous. Je dirais de manière globale, comme ça d'apparence, rien de catastrophique. Je dirais, c'est toujours l'analyse de risque comme on l'a fait hier au cours sur l'article 98 et 99. Ok, tout est interconnecté, donc ça veut dire qu'on propage le défaut de tension, enfin la tension dangereuse en cas de défaut de tension sur toute la basse tension. Quid de ce qui se passe du côté secondaire? Est-ce que c'est mis à la terre correctement? Ça, c'est une confiance que je ne peux pas vérifier pour le moment. Je dirais, moi, j'ai tendance à prôner plus la séparation, mais c'est vrai que quand vous êtes dans Bruxelles, c'est des fois techniquement pas faisable. Et j'ai même moi-même fait des analyses de risque, par exemple sur le WTC à Bruxelles. Mais le fait de tenir le discours, ok, on sépare, comme on l'a fait hier au cours, c'est très joli au tableau, ça tient la route, c'est faisable, techniquement on peut l'expliquer, mais si je reporte le problème chez mon voisin, parce que si je déporte ma prise de terre haute tension pour être séparé de chez moi, mais que je génère une tension dangereuse chez mon voisin, là j'estime que vous devenez un peu criminel, donc là on va ramener le danger chez vous et gérez-le vous, ou alors si vous ne savez pas le gérer, prenez vos responsabilités. Donc on a eu le cas sur le VTC, j'avais tenu un peu le discours, il faut séparer, et au bout du compte on se dit, ouais, mais si je mets une prise de terre ailleurs, je la mets dans les installations de la STIP, quoi. Donc je génère la haute tension en cas de défaut chez mon voisin, et lui ne le sait pas. Donc là c'est encore plus dangereux, et c'est mon fameux schéma avec la cabine A, B et C. Ma cabine B est dans la zone d'influence de la cabine A. Si vous le faites consciemment et que vous prévenez pas votre voisin, vous êtes entre guillemets un criminel, quoi. Donc, voilà, c'est des fois pas toujours techniquement faisable de tenir ce discours-là, mais moi je vous le tiens au niveau du cours pour que vous ayez l'approche technique. Après, le site c'est autre chose, c'est le terrain.